Nouvelle de dernière heure. Une nouvelle crise de migrants touche actuellement le Canada. En effet, les fautifs provenant directement de l'État de l'Ohio traversent actuellement le poste frontalier de Quaticook illégalement. Notre reporter, Katrina, est sur place. Oui, Jean. Je suis actuellement au poste frontalier de BB, où chaque jour des milliers de migrants entrent illégalement au Canada. Je parle ici des tonnes d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote qui nous proviennent directement des centrales thermiques du nord de l'Ohio. Ces polluants sans scrupules ne respectant rien des frontières. Je suis actuellement avec un habitant du village pour qu'il nous parle de cette situation. Bonjour monsieur, merci de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation? C'est horrible. Moi, quand je vais aux States pour me tanker et sauver quelques cents sur le lit, faut que je fasse la file, faut que je monte mon passeport. Quand je reviens, c'est la même chose, faut que je fasse la file, je remonte mon passeport. Eux, ils rentrent de compte à personne, sans montrer le passeport à personne, puis ils font même pas la file. Ça n'a pas d'allure. Moi, j'aime mon air au Canadien, fraîche et sans pollution. Il faut que ça arrête. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est une excellente question. Merci de m'avoir reçu. Nous explorerons cette question. C'était Karina Lefebvre, en direct du poste frontalier de BB, pour le Casa Journal. De retour à toi, Jean. Ce soir à l'émission. Suite à la crise des polluants migrants, nous recevons en entrevue la docteure Marie-Paule Luan-Desmarais, spécialiste de la pollution transfrontalière. Elle nous expliquera tout ce qu'il faut savoir pour comprendre cette crise sans précédent. Bonsoir, docteur Luan-Desmarais. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement le problème avec l'importation de contaminants? L'origine du problème est assez simple à expliquer. Vous savez, quand on a dessiné les frontières lors de la colonisation, c'était juste des lignes sur un bout de papier. La nature était là bien avant, puis elle circulait librement. C'est pas parce qu'on a construit des postes frontaliers que ça va changer. Vous savez, si l'orignal il veut aller brouter dans un verger au Vermont, ben il va y aller, puis il s'en fiche pas mal. C'est la même chose avec l'air, puis avec l'eau. Donc l'air qu'on respire est la même partout sur le globe, puis l'eau qu'on boit, ben, elle a probablement déjà été bue par un Norvégien. On vit sur une planète sans frontières, puis ben, les contaminants, irrémédiablement, vont suivre les mêmes trajets. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que la pollution des États-Unis s'en vient chez nous, plutôt que s'en aller au Mexique? Et qu'est-ce qui fait que les fumées chinoises envahissent la Californie, plutôt que la Russie? C'est une excellente question. Pour comprendre le phénomène, il faut que je vous explique plusieurs choses. Premièrement, on doit se souvenir que sur la Terre, il y a différents climats. À cause de l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, toutes les régions du globe ne reçoivent pas la même quantité d'énergie. C'est pourquoi, au pôle, il fait beaucoup plus froid qu'à l'équateur. Cette différence de température sur le globe va avoir un impact sur la différence entre la circulation des masses d'air. Pour comprendre ce premier phénomène, je vais vous proposer une première démonstration. Donc, on a ici deux bouteilles d'eau. À l'intérieur des deux bouteilles d'eau contiennent, dans cette première démonstration, de l'eau à la même température. Cette situation représente une Terre hypothétique où il n'y aurait pas de différence entre le pôle et l'équateur. Lorsque je vais enlever les pinces qu'on voit ici, ça va permettre de rentrer en contact les deux contenants d'eau et on va observer qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous voyez, il se passe absolument rien. Dans la deuxième partie de la démonstration, on a changé l'eau à l'intérieur des bouteilles.
Dans la bouteille bleue, donc ça contient de l'eau froide qui va représenter les pôles. Et dans la bouteille rouge, on a de l'eau chaude qui va représenter l'équateur. De la même façon, je vais retirer les pinces, puis permettre l'eau froide et l'eau chaude de se rencontrer, et ainsi découvrir qu'est-ce qui va se passer entre le pôle et l'équateur. D'accord? Donc, on voit ici un petit courant bleu à l'intérieur de la bouteille rouge. L'eau froide étant plus dense, va tranquillement remplir la bouteille d'eau chaude. Si on regarde de l'autre côté, donc on voit un peu le même mouvement à l'intérieur de la bouteille bleue. Donc, l'eau chaude va entrer à l'intérieur de la bouteille pour se placer sur le dessus. Ces deux principes vont se baser sur la densité, donc l'eau froide étant plus dense que l'eau chaude, ils vont naturellement se placer sous cette eau chaude-là. De la même façon que l'eau va se placer sous l'huile dans une vinaigrette. Donc si on laisse le phénomène se passer, on va atteindre un certain équilibre où on va avoir le même niveau de bleu et de rouge dans chaque bouteille. Donc, à partir de maintenant, on ne voit plus de mouvement à l'intérieur des masses d'eau. Donc, on a atteint l'équilibre entre l'eau froide et l'eau chaude. Nous, je parle des masses d'air aujourd'hui. L'eau et l'air vont se comporter de la même façon. L'air froid étant plus dense, va avoir tendance à aller sous l'air chaud et provoquer un mouvement. Quel genre de mouvement? Donc, on parle ici du mouvement de convection. L'air froid plus dense au pôle va avoir tendance à descendre proche du sol. Et il va descendre le long de la planète pour aller vers l'équateur. L'air chaud à l'équateur va surfer sur les grosses masses d'air froid et s'élever en plus haute atmosphère. En s'élevant, il va monter vers les pôles, se refroidir et redescendre au niveau des pôles et ainsi continuer ce mouvement style tapis roulant, un peu sans fin. Ok, mais je comprends pas pourquoi l'air des États-Unis s'en vient chez nous. Il devrait être balayé par l'air froid vers l'équateur. Vous avez bien suivi jusqu'à maintenant. Ma première démonstration était pour vous montrer comment les masses d'air vont circuler entre elles. Mais ça ne considère pas un facteur important qui est la rotation de la Terre. Car oui, mesdames et messieurs, la Terre tourne sur elle-même. Et le fait qu'elle tourne sur elle-même influence la circulation des masses d'air. Pour comprendre ce phénomène, je vous invite à procéder à une deuxième démonstration. Donc ici, on a un module qui nous permet de faire tourner un cercle. De la même façon que la Terre tourne sur elle-même. Ce module-là va nous permettre de comprendre comment la rotation de la Terre va influencer la circulation des masses d'air par un phénomène qu'on appelle la force de Coriolis. Je présente une première démonstration. Supposons le déplacement d'une masse d'air froid, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va partir du pôle et s'en aller vers l'équateur. Si la Terre ne tourne pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ma masse d'air va descendre en ligne droite jusqu'à l'équateur. Plaçons-nous maintenant dans la situation réelle où la Terre tourne. Donc, on va faire tourner notre Terre. Et on va refaire la même chose donc pour voir comment la masse d'air froid qui descend du pôle va se rendre jusqu'à l'équateur. Ma Terre tourne un petit peu vite. Ajustement. Donc, je repars du pôle et je m'en viens vers l'équateur. Donc, vous avez pu observer rapidement, ma masse d'air a été déviée. Donc, elle a été déviée par la droite. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré des vitesses linéaires différentes sur son trajet, ce qui l'a fait dévier. On peut voir sur le cercle
qu'elle a dévié environ au tiers de sa trajectoire. Donc, au lieu de se rendre jusqu'à l'équateur, elle a à peu près parcouru le tiers de la distance entre les deux. Ce phénomène-là est vraiment ce qui se passe sur la Terre. Donc, on va créer 3 zones distinctes, donc entre le pôle et le tiers, entre le tiers et le 2 tiers, et le 2 tiers et l'équateur. Ces 3 zones-là, dans chaque hémisphère, c'est ce qu'on appelle les cellules de convection. Les polluants sont donc coincés dans des cellules de convection? Pas tout à fait, mais presque. Ces cellules de convection-là vont influencer les vents et les orienter de manière préférentielle. C'est ce qu'on appelle les vents dominants. Donc, je vous présente ici une figure qui représente les vents dominants à la surface du globe. Si on s'attarde à la partie nord-américaine, donc on voit ici que c'est les vents d'ouest dominants qui vont souffler sur nos régions. On voit très bien qu'ils partent du nord des États-Unis et qu'ils s'en viennent vers le Québec et l'Ontario. Avec ces vents-là, les contaminants vont évidemment suivre le même trajet. C'est pourquoi les fumées des centrales thermiques du nord de l'Ohio s'en viennent sur le Québec. Quelles sont les conséquences de ces importations de contaminants? La nature de la réponse est aussi variée que la nature des contaminants que ces vents dominants-là vont apporter chez nous. Les centrales thermiques du nord de l'Ohio, elles nous apportent principalement des oxydes d'azote, notés NOx, et des oxydes de soufre, SOX. Les oxydes d'azote, NO, NO2 et N2O, sont des irritants des voies respiratoires. Les gens atteints d'asthme voient leurs symptômes s'aggraver en présence de ces gaz. Ces oxydes empêchent également le développement des plantes et sont impliqués dans le développement du smog et des pluies acides. Les oxydes de soufre se déclinent en plusieurs éléments, donc le SO3, le SO2 et l'acide sulfurique, ici H2SO4. Les 2 oxydes sont principalement dommageables pour les matériaux, les métaux, les pierres et les textiles par exemple. L'acide sulfurique, lui, est un irritant des voies respiratoires et provoque des brûlures sur les feuilles des plantes. Les composés organiques volatiles, COV, des molécules organiques contenant au moins un carbone et un hydrogène, sont également facilement transportables par les courants aériens transfrontaliers. Il existe une grande variété de COV et autant d'effets néfastes ou inconnus jusqu'à maintenant. Ils peuvent provenir des fumées d'usines de raffinage de pétrole ou de la fabrication de solvants. On peut penser au formaldéhyde, un irritant important des yeux et de la gorge, au benzène, qui augmente les risques de leucémie, et bien d'autres COV qui peuvent avoir des effets cancérigènes, neurotoxiques ou tératogènes. Donc, on peut voir que les effets de la pollution transfrontalière, l'importation de ces contaminants-là, peut avoir des conséquences très graves. On parle de tératogènes, de cancérigènes. Tératogènes, on se rend compte, c'est les malformations des fœtus. Donc, c'est quand même assez impressionnant, tout dépendant de la nature des contaminants qui sont en considération. Donc, c'est très important, selon moi, de s'intéresser à cette problématique-là parce que tous, un jour ou l'autre, excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Donc vraiment, il faut s'intéresser à cette problématique-là du transport transfrontalier parce que c'est des conséquences graves qu'on peut être exposé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? Une des seules solutions à l'importation de contaminants transfrontaliers. Ouais. Je suis le seul ici apte à répondre à cette question-là. Je suis l'expert pan-canadien sur cette question. Elle va vous parler de traités bilatéral, multilatéral, internationaux. Non. Ça s'occupe de la superficie. Il faut aller au cœur du problème pour régler ça. C'est exactement ce que veulent faire les traités internationaux. La solution est simple, vous l'avez dit vous-même. Le problème est que la Terre tourne, alors il faut l'arrêter. La Lune attire des masses d'eau, ce qui ralentit la Terre. D'ailleurs, c'est prouvé depuis toujours, on le sait. Voilà 400 millions d'années, une journée sur Terre durait 22 heures. Donc, si le ralentissement se continue à ce rythme, d'ici 4,3 milliards d'années, la Terre a complètement arrêté de tourner. Mais ce n'est pas assez rapide.
Il faut une solution concrète, efficace et prompte. C'est pourquoi j'ai pris sur moi le fardeau de tout mettre en branle pour arrêter la Terre. Le principe est simple. Nous allons utiliser une frappe nucléaire afin de créer une onde de choc entre la Terre et la Lune pour éloigner cette dernière et ainsi créer un mouvement d'eau assez important pour arrêter la rotation de la Terre. Vous êtes conscient que si la Terre arrête de tourner, il n'y aura plus aucune vie possible sur la Terre? Le côté exposé au Soleil va être beaucoup trop chaud et le côté non exposé au Soleil va être un désert polaire. C'est quoi l'intérêt là-dedans d'abord? La gloire, la reconnaissance et la richesse. Make it rain. Et oui, que voulez-vous, je suis humain. En fait, il y a un autre avantage. Le réchauffement climatique va nous aider également. En réchauffant les pôles, nous allons équilibrer la température de la planète et ainsi il n'y aura plus de mouvement de masse d'air. D'ailleurs, ne prenez pas mes paroles. Fiez-vous à mon sponsor principal, un riche industriel du côté des États-Unis, qui finance absolument tout le projet et qui me laisse carte blanche. Et ses consignes sont claires. Ne laissez personne nous barrer la route. Alors, je suis prêt à tout pour réussir. Et s'il faut, j'irai même jusqu'à congédier totalement. Nous devons interrompre notre entrevue. Des problèmes techniques nous ont fait perdre la communication avec le docteur Luan Desmarais et le docteur Simard. Veuillez, mesdames et messieurs, excuser mon collègue. Il vit beaucoup de stress actuellement et c'est plus trop ce qu'il dit. On l'a envoyé se reposer, je pense que c'est pour ça. Pour revenir sur la question de tout à l'heure, une des seules solutions à la pollution transfrontalière est bel et bien de signer des traités internationaux. À travers les époques, il y en a plusieurs qui ont été signés, dont la Convention des Nations Unies sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, mieux connue sous l'acronyme LRTAP, Long Range Transboundary Air Pollution, qui est un traité qui a été signé à Genève le 13 novembre 1979 et est entré en vigueur le 28 janvier 1988. Près de 46 pays ont signé ce traité et se sont engagés à réduire à la source la quantité de contaminants atmosphériques libérés dans l'atmosphère, réduire ainsi la pollution transfrontalière. Il faut aussi, en tant que citoyen, s'engager dans une démarche verte, évidemment. Il faut faire des choix en prenant conscience des conséquences. Choisir une source électrique provenant de l'hydroélectricité, des biogaz, de la géothermie, au lieu de se chauffer au mazout ou au charbon, est une bonne façon d'éviter d'importer ces fameux oxydes de soufre et oxydes d'azote dont il est question aujourd'hui. Donc chacun est responsable un peu des conséquences et des solutions de ce. Merci, Dr Luan Desmarais, pour votre présence aujourd'hui. Vous nous avez éclairé sur cette problématique invisible qui peut nous être très dommageable. La semaine prochaine, le smog est encore à nos portes.